Une sextape, un maire, un adjoint, et une mécanique de pouvoir qu'on préfère croire réservée aux dictatures. À Saint-Étienne, une vidéo intime a été utilisée pour faire taire un élu. Pas par des hackers, pas par un État étranger, mais au cœur même du pouvoir local. Cette affaire, révélée par Mediapart, a un nom. Le compromat. Et elle pose une question glaçante. Jusqu'où peut aller le pouvoir quand l'homophobie devient une arme politique? Pour en parler, on invite aujourd'hui Antoine Rouget, journaliste d'investigation à Mediapart, qui a enquêté des mois sur le système Perdriau, ses méthodes, ses silences et les dégâts humains laissés derrière. Bienvenue sur Sans Transition. Donc pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter et rappeler les grandes lignes de l'affaire du chantage à la sextape à Saint-Étienne? Pour quelqu'un qui n'a pas suivi l'affaire, est-ce que tu peux nous la raconter en trois grandes étapes? Alors, je suis Antoine Rouget, journaliste au pôle enquête de Mediapart. J'ai 35 ans et je travaille sur toutes les questions d'atteinte à la probité au sens large, donc les affaires de corruption, détournement de fonds publics, les mauvaises gestions en fait de l'argent public ou des institutions. Et à partir de février 2022, j'ai enquêté sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du chantage à la sextape. Les trois grandes étapes de cette affaire. Donc d'abord, c'est un travail d'enquête de février 2022 jusqu'au 26 août 2022, date des premières révélations dans Mediapart de l'existence de cette affaire. Et c'est le moment où donc, j'ai collecté des documents, des témoignages permettant de raconter donc, ce complot qui repose sur un élément central qui est une sextape qui a été filmée le 5 janvier 2015 à Paris, dans un hôtel pas loin, gare de Lyon, impliquant le premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne, qui s'appelle Gilles Artigue. C'est un père de famille, ancien député, proche de l'évêque de Saint-Étienne, catholique, avec une vision de la société plutôt, voire très conservatrice. Il a manifesté contre le mariage pour tous. Et cet homme, il a été filmé à son insu dans une chambre d'hôtel le 5 janvier 2015 avec un escorte. Un escorte qui le masse. C'est un massage érotique. Et en fait, cette sextape a été tournée par un autre élu de la mairie de Saint-Étienne qui était adjoint à l'éducation et qui s'appelle Sami Kefi-Jérôme. Sami Kefi-Jérôme et Gilles Artigue étaient proches, ils s'entendaient bien et à l'occasion d'un déplacement professionnel, Sami Kefi-Jérôme va proposer à Gilles Artigue de rencontrer un ami. Il ne va pas dire que c'est un escorte. Et en fait, c'est là que le piège se referme. Il planque une GoPro dans le coin de la chambre à coucher et il les laisse se faire ce massage. Il rentre à Saint-Étienne avec la sextape. Et ensuite, à partir de 2015, il va y avoir des années de chantage contre Gilles Artigue basées sur la possible révélation de cette sextape en disant en fait de manière très concrète, Gilles, si tu bouges le petit doigt, c'est-à-dire si tu fais valoir tes propres ambitions à la mairie de Saint-Étienne, si toi-même tu veux devenir maire, etc., en fait, on dégaine ce qu'ils appellent eux-mêmes l'arme nucléaire, en fait. C'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise jamais, mais par contre, elle est toujours présente. Et donc, Gilles Artigue va vivre avec ce secret, et le piège est tellement bien fait qu'en fait, il peut en parler à personne. Il ne peut pas en parler à son entourage, il ne peut pas en parler évidemment à sa famille, à son épouse. Et donc, il est complètement prisonnier de cette histoire-là. Et donc, nous, on va révéler, voilà, le 26 août, ça c'est la fin de la première étape, j'ai envie de dire, de l'affaire. On révèle les faits. On révèle quoi? L'existence de cette sextape, le fait qu'elle a été tournée le 5 janvier 2015, que l'adjoint à l'éducation de la mairie de Saint-Étienne est impliqué, et surtout qu'ensuite, le directeur de cabinet du maire et le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, en fait, ont aussi utilisé cette sextape contre Gilles Artigue. Ça, c'est l'article fondateur qui va ensuite lancer l'affaire et un peu le feuilleton. Souvent, on parle de feuilleton Mediapart, mais en fait, en amont de ça, il y a une longue enquête qui nous permet de collecter les éléments. Et une fois qu'on révèle les faits, il y a toujours, et là on rentre dans la seconde étape, beaucoup d'incertitudes pour nous. On ne sait pas du tout comment les différents protagonistes vont réagir à ces informations-là. Nous, on les contacte avant toute publication, on leur demande quels sont les commentaires qu'ils ont à faire par rapport aux informations qu'on a réunies. Et là, ce qui est particulier dans cette affaire, mais ça nous arrive aussi dans d'autres dossiers, c'est qu'ils vont contester. Tout le monde va contester. Moi, je me souviens de l'échange avec Sami Kefi-Jérôme, que j'appelle, donc l'homme qui a planqué la GoPro.
il me dit mais la vidéo n'existe pas, vous racontez n'importe quoi. Il est vraiment sur une position extrême du mensonge, quoi. Et, donc moi, je lui dis écoutez, je suis très bien embarrassé parce que en fait moi cette vidéo je l'ai et je vous vois dessus. Donc là il y a une difficulté, vous avez le droit de me mentir, hein. Moi je vous oblige pas à dire la vérité, mais par contre je pense que c'est une position que vous allez avoir du mal à tenir. Et donc on publie quand même, évidemment, malgré les démentis. Et là va s'articuler dans cette seconde étape eh bien un jeu de ping-pong entre nos révélations, les commentaires et les réponses du maire de Saint-Étienne qui dit au début je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ignore tout ça. Et donc ça va nous contraindre et nous pousser à diffuser de nouvelles informations, dont les enregistrements, des fameux enregistrements où on entend le maire de Saint-Étienne, le directeur de cabinet, utiliser contre Gilles Artigue la sextape. Et donc ça a été la seconde partie qui a été peut-être la plus longue, en tout cas journalistiquement, parce que donc, du 26 août 2022 jusque finalement au 25 septembre 2025, donc plus de 3 ans, le 25 septembre 2025, c'est l'ouverture du procès. Et donc pendant tout ce temps, en fait, il va y avoir eh bien, nous, une série de révélations, et puis surtout la justice va se mettre en branle, c'est-à-dire que à partir de la publication du 26 août 2022, le parquet de Saint-Étienne, mais ensuite il confiera l'affaire à Lyon, en fait va dire waouh, mais c'est quoi ça? Peut-être que au-delà des informations, il y a des qualifications pénales. Donc peut-être qu'il faut qu'on regarde de plus près. Et la justice va travailler en parallèle finalement de Mediapart pour déjà vérifier nos informations, entendre les différents protagonistes et aussi récupérer d'autres éléments, parce que la police judiciaire, par exemple, elle a évidemment des pouvoirs, et c'est bien normal, beaucoup plus importants que la presse. Elle peut faire des perquisitions, mettre sur écoute, placer en garde à vue, etc. Et donc, ils vont aussi, au niveau judiciaire, récupérer un certain nombre d'éléments qui vont non seulement confirmer nos informations, mais encore aller plus loin dans la compréhension de ce complot. Et la troisième étape, ça a été bien celle de la fin du processus judiciaire avec la tenue du procès, donc fin septembre à Lyon, fin septembre 2025 à Lyon, et la décision du tribunal correctionnel qui a été rendue le 1er décembre, lundi 1er décembre, par le tribunal de Lyon, et qui a abouti à la condamnation en première instance des 4 protagonistes du complot. Les 3 lieutenants du maire qui ont mis en œuvre cette machination assez incroyable, et également le maire de Saint-Étienne, considéré par la justice en première instance comme le chef de l'association de malfaiteurs, celui qui a appuyé sur le bouton au commencement de l'affaire et qui a tiré tous les bénéfices politiques de ce chantage. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur comment vous avez découvert les éléments de cette enquête, de cette affaire, et quand vous tombez dessus, qu'est-ce que vous vous dites? Ouais. Alors, le point de départ de cette enquête et de cette affaire, ça rejoint aussi beaucoup ce qui... Enfin, je vais reprendre, pardon. Au point de départ de cette enquête, je pense que c'est intéressant de revenir effectivement à la jeunesse, parce que ça rejoint la logique d'investigation qui fait partie de la culture collective de Mediapart, quoi. On parle souvent de Mediapart comme un journal indépendant ayant des moyens d'investigation, ce qui est vrai, et ce qui nous permet de pouvoir sur la durée vraiment enquêter et aller au fond d'un dossier. Mais je pense qu'il y a un élément aussi à la genèse et à l'origine de cette affaire qui n'est pas à négliger, c'est qu'il y a une forte culture collective de l'enquête, et du coup qui nous aide aussi à renforcer nos intuitions sur vraiment des affaires qui méritent investigation. Parce qu'en fait, au quotidien, on est en permanence en train d'arbitrer sur les sujets sur lesquels on va aller, c'est-à-dire on va consacrer du temps, de l'énergie, etc., au détriment d'autres. Et donc c'est toujours cette réflexion qu'on a en permanence, et je pense aussi qu'il nous aide à cultiver cette culture commune de l'enquête dans la rédaction. Et donc à l'origine, au début de l'année 2022,
moi j'en entends parler indirectement de cette affaire. C'est-à-dire que dans mon réseau de sources, donc on a des sources qu'on croise dans nos différentes enquêtes, une personne me parle d'une affaire qui implique le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, mais c'est assez indéterminé au début. C'est un objet voilà, non identifié. Moi, j'ai jamais été à Saint-Étienne à cette époque-là. Je connais un peu Gaël Perdriau de réputation parce qu'il est vice-président des Républicains. C'est une figure montante de la droite. Il est sur un positionnement contre la ligne Ciotti, très à droite du parti, et il est de plus en plus évoqué comme un possible ministre d'Emmanuel Macron en cas de réélection de Macron. On est avant la présidentielle 2022. Et donc moi j'en entends parler comme ça, et en fait ce qui va changer la donne pour moi, donc je commence un peu à me renseigner. Ce qui va changer la donne, c'est un échange que j'ai avec Gilles Rossary-Langlais, qui est l'un des comploteurs, voire même le chef d'orchestre du complot. Quelqu'un qui est un communicant à Saint-Étienne, lié au clan Perdriau. Il a permis son élection, il s'est impliqué dans son élection en 2014, sa première élection à la mairie. Et c'est lui qui va, et on le découvrira après dans cette enquête, vraiment proposer l'idée de ce compromat. Et Gilles Rossary-Langlais, en 2022, il est en rupture de banc avec le clan Perdriau. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'il a été un peu mis à l'écart, pas trop considéré. Il est par ailleurs malade, il a eu un Covid long, il est en dépression. Finalement, il voit les trois autres protagonistes de l'affaire, hein, le maire, le directeur de cabinet et Samy Kefi-Jérôme, qui est son ancien conjoint, qui eux commencent à accéder à des responsabilités encore plus grandes, ont de l'ambition, vont bien dans leur vie. Et donc il y a vraiment une rupture qui se crée à partir de ce moment-là. Et ça, pour nous, c'est journalistiquement hyper intéressant. Parce que souvent, pour rentrer dans des univers clos, fermés, dans les affaires, en fait, il faut qu'on arrive à intégrer le cœur du réacteur, en fait. Bien souvent, quand on a des informations privilégiées, évidemment, elles ne viennent pas de personnalités ou de personnes qui sont éloignées de ces cercles-là. Il faut qu'on arrive à pénétrer. Et parfois, ça se fait à la faveur, justement, de désaccords ou de ruptures dans des univers qui paraissaient extrêmement unis. Et on le voit au début à la jeunesse de cette affaire. En fait, ce groupe-là, on n'aurait jamais pensé qu'il puisse se disloquer. Et là, il y a un élément qui est Gilles Rossary-Langlais qui en fait est en rupture. Voilà. Donc moi, je suis à ce moment-là, je ne l'ai toujours pas rencontré, j'ai échangé avec lui par téléphone. Et donc là, on est fin février 2022, et je me souviens des premiers échanges que j'ai avec mes deux responsables du pôle enquête à Mediapart. Je dis, bon, visiblement, il y a une affaire de sextape à Saint-Étienne, il faudrait que j'aille voir, mais je suis très prudent parce que, en fait, dans le monde politique, j'en ai déjà souvent entendu parler, et je pense qu'il y a une forme de fantasme aussi autour de ça. Dans deux registres. D'abord, au moment de la manif pour tous, etc., il y avait déjà eu beaucoup de rumeurs sur ah oui, mais machin, on le voit à la banderole de la manif pour tous, mais si vous saviez ce qu'il fait dans sa vie privée, etc. Ce qui peut potentiellement être vrai, j'en sais rien, mais qui pour moi, par contre, repose aussi sur une énorme homophobie dans le monde politique. De la même manière qu'une femme qui réussit dans le monde politique, il y a tout le temps des rumeurs sur elle a couché avec un tel, etc. En fait, voilà, qui relève ça du sexisme pur. Bah, c'était pareil un petit peu sur l'homophobie, quoi. Et donc, moi, je suis très réservé vis-à-vis de ça. Mais je dis quand même à mes deux responsables, Fabrice et Michael, voilà, il faut que j'aille voir, est-ce que je peux prendre un peu de temps pour aller à Saint-Étienne et tout ça. On est en plus dans le moment de la campagne présidentielle et des législatives, donc c'est pas évident de me dégager du temps là-dessus parce qu'on a d'autres dossiers prioritaires. Et Michael me dit, donc l'un des co-responsables du pôle enquête, me dit oui, mais de toute façon, s'il y a une sextape, la victime voudra jamais qu'on en parle, ça va être très compliqué, tout ça. Je lui dis bon, écoute, moi je vais chercher le matériau.
voire essayer de comprendre, parce que je ne sais pas où on met les pieds là, donc on y va prudemment, on regarde, etc. Et après on en discute. On voit s'il y a un intérêt quelconque, parce qu'évidemment on est conscient des enjeux de vie privée, il ne s'agit pas de briser la vie de quelqu'un. Et donc c'est comme ça que je vais à Saint-Étienne rencontrer Gilles Rossarié-Langlet et que je commence à échanger avec lui. Et au fur et à mesure de nos échanges, donc je fais plusieurs allers-retours et ça, je récupère la fameuse sextape. Et pour moi, ça c'est un élément qui va être important dans l'investissement qu'on va mettre dans cette affaire, c'est que je sais que le matériau existe. Après, les tenants et les aboutissants, moi, j'en sais rien. Il y a ce qu'on me raconte, mais encore faut-il le prouver, etc. Mais on a voilà, l'idée, c'est vraiment le schéma et la vision qu'on a dans chacune de nos enquêtes, c'est vraiment, on fonctionne comme dans un puzzle. On a une pièce. Donc là, on a une pièce qui est très importante, qui est l'existence de cette sextape. Donc on sait qu'on ne tourne pas autour du vent. Mais par contre, en fait, quelles sont les autres pièces du puzzle? Quelle est même la taille, la circonférence de ce puzzle, etc. On n'en sait rien en réalité à ce moment-là. Et on va avancer pas à pas. Donc essayer de comprendre dans quel environnement politique on met les pieds. Donc là, c'est des séries d'entretiens, comprendre qui est Gilles Rossarié-Langlet exactement, quelles sont les interactions entre les uns et les autres. Et surtout, moi, il y a un enjeu très important à un moment qui est d'accéder à Gilles Artigue, la victime. Je ne vais pas le faire par des intermédiaires, parce que je me dis, je ne sais pas à qui il en a parlé. Je ne sais pas du tout dans quelle disposition il est. Donc je ne veux pas en parler à quelqu'un qui l'apprendrait par ma voix. Donc il faut que j'arrive à accéder directement avec lui. Et là, ça va être très compliqué pour moi, parce que, en fait, ce que je comprendrai ensuite, mais c'est que Gilles Artigue, il est sur le départ. Il ne veut plus en entendre parler de tout ça. Et donc il m'est conduit, il me fait appeler par des alliés politiques à lui qui disent mais qu'est-ce que vous lui voulez. Donc moi je suis très elliptique dans les discussions, on tourne un peu autour du pot, etc. Et la bascule, ça va être le 3 juillet 2022, où là en fait je sens que j'arrive pas à accéder à lui, et donc je lui envoie un message sur WhatsApp, vous savez, avec les accusés de réception en bleu là, en lui racontant tout. En lui disant, écoutez, je sais que vous êtes victime, j'ai la vidéo, je sais ce qui s'est passé, j'ai déjà énormément de coulisses de ce complot, donc il faut absolument qu'on se voit, et c'est pour ça que depuis des semaines je cherchais à vous rencontrer, et donc et sans pouvoir en même temps expliciter auprès de vos proches les raisons pour lesquelles je voulais vous voir. Et là, immédiatement, il me répond, voyons-nous à Paris, voilà. Et donc on se voit le soir même. À ce moment-là, de pourquoi vous essayez de le joindre avant? Non, en fait, il ne comprenait pas du tout les raisons de mes sollicitations. Et il se disait, c'est bizarre, il est un peu... Au début, il se disait que j'enquêtais sur Gaël Perdriau parce qu'il allait devenir ministre, donc c'était pas illogique que Mediapart se renseigne sur quelle est la carrière et le profil d'un futur ministre. Hein. C'est évidemment des choses qu'on fait régulièrement. Et en même temps, il ne comprenait pas trop pourquoi j'étais imprécis auprès de ses proches. Et donc, ouais, je me souviens de conversations un peu bizarres où des élus centristes me disaient mais du coup, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Pourquoi vous voulez voir Gilles Artigue? Voilà, c'était un peu incompréhensible pour eux. Et là, en fait, quand je le vois donc le 3 juillet 2022, je le rencontre à ce moment-là dans une brasserie place de la Bastille. Je vois un homme complètement abattu. Vraiment, le ciel lui est tombé sur la tête, quoi. Moi, j'avais la photo, je ne l'avais jamais vue, donc j'avais sa photo du site de la mairie, où, voilà, avec l'écharpe blanc-rouge, il est tout fringant, etc. Et là, je vois un monsieur voilà, qui pourrait avoir par ailleurs l'âge de mes parents, quoi, qui est complètement abattu, il est blême, quoi. Et il me dit, je vous interdis de parler de cette histoire. Voilà. C'est ma vie privée, personne n'est au courant autour de moi. En fait, je vous interdis de parler de ça. C'est ce que veulent les gens qui m'ont fait chanter. C'est que ça sache.
Donc moi, je suis en train de quitter Saint-Étienne. Je vais devenir directeur de l'enseignement catholique à Albi. Donc c'est vrai que c'est pas la position. Là, moi, dans ma tête, je me dis, oula, déjà la situation était délicate, mais là, il y a une étoile de difficulté supplémentaire, quoi. Directeur de l'enseignement catholique à Albi, moi, je veux me reconstruire après ça. Personne n'est au courant auprès de moi, autour de moi. Ma famille ne le sait pas, mon épouse ne le sait pas, donc je vous interdis. Et je vais aller voir un avocat. Et si vous mentionnez l'existence, même au détour d'une phrase de cette vidéo, en fait, moi je vous attaque. Voilà, donc moi je suis face à lui et en fait, je me démonte pas, quoi. Je lui dis, écoutez, moi je comprends tout à fait que ce soit terrible pour vous, que c'est votre intimité, votre vie privée, mais en fait cette histoire-là, elle ne concerne pas que votre vie privée, justement. Et c'est pour ça que je m'y intéresse. C'est que, évidemment, il y a votre vie privée au milieu, mais autour de ça, il y a des informations d'intérêt public qui regardent les citoyens et citoyennes de Saint-Étienne, en fait. Savoir comment est gouvernée leur ville, ça vous appartient pas qu'à vous, en réalité. Votre vie privée, elle est l'instrument de ça. Mais donc il y a un conflit de loyauté et de légitimité entre sa vie privée et l'intérêt public de l'information. Et ça, c'est intéressant, hein, journalistiquement aussi. C'est-à-dire, en fait, c'est où est-ce que s'arrête ce champ-là de la vie privée qui doit rester confidentiel et quand est-ce que des éléments de vie privée deviennent aussi pour nous source d'enquête. Mais du coup, moi, face à lui, je me montre pas du tout en hésitation. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai un respect infini pour votre vie privée, ce que vous avez traversé, enduré, etc. Par ailleurs, j'ai pas tous les détails de ça, mais en revanche, moi, j'ai une obligation en tant que journaliste, c'est de révéler ces informations. Je peux pas moi-même participer au complot en ayant ces informations-là et en les taisant. En fait, moi, mon devoir de journaliste, c'est de faire état de ces informations. Donc il me dit, moi, je vais aller voir un avocat. Je dis, écoutez, vous parlez de ça à votre avocat et puis on se recontacte très rapidement. Je rentre au journal, je me souviens, et je dis à Fabrice et Michael, donc ils me disent alors comment ça s'est passé, pour débriefer ça. Je dis, bon, il m'a interdit formellement d'en parler. Moi, je suis plutôt optimiste de manière générale. Je dis, je pense qu'on a 80% de chance d'y arriver, à le convaincre. Voilà, alors qu'il était dans une... Mais je me disais, en fait, il faut qu'on l'accompagne, quoi. Et qu'il faut qu'on l'embarque dans cette histoire. On ne peut pas se permettre de révéler l'information et d'avoir... On savait qu'on allait être potentiellement attaqué par le maire. Mais en plus de ça, la victime, là, on est dans l'impossibilité d'avancer. Donc à partir du 3 juillet 2022, on se dit il faut qu'on l'embarque avec nous et qu'on arrive à le convaincre. Et il y a une discussion après avec Edoui Plenel, qui était à l'époque président de Mediapart avant de partir à la retraite, et qui me dit exactement ça. Il me dit, Antoine, voilà, t'as pas le choix, il faut que tu l'embarques, il faut que tu arrives à le convaincre que en fait, la légitimité de notre travail, elle emporte tout. Et que nous, il faut qu'on publie cette enquête sans l'avoir contre nous. Voilà. Merci déjà pour les informations. Je suis un peu long, désolé. Non, mais Vous me faites des signes. On a beaucoup vu dans les médias, et tu as utilisé le terme compromat à propos de ce dossier. Est-ce que je peux te laisser rappeler déjà ce qu'est un compromat et en quoi est-ce que cette affaire est un exemple typique? Alors le compromat, c'est une méthode des services soviétiques, qui visait justement à piéger des personnalités, notamment des pays occidentaux, etc., pendant la guerre froide, avec des éléments de vie privée, en fait. Soit de l'adultère, principalement, c'est l'image, vraiment la représentation qu'on s'en fait. Donc ça a beaucoup alimenté, y compris la fiction, des romans, des films, etc. autour de ça. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'usage et l'appropriation du concept et de cette technique du compromat, en fait la méthode du KGB, mais utilisée encore aujourd'hui par les services soviétiques, maintenant les services russes, du FSB, etc., c'est que
on a toujours, à mon avis, une perception de, en fait, ça se passe ailleurs, quoi. C'est les grands méchants étrangers qui font ça. Et pour moi, en fait, cette affaire, elle dit deux choses. C'est que, déjà, peut-être que parce que cette méthode-là, elle a aussi alimenté l'imaginaire et les représentations qu'on se fait des guerres de pouvoir autour des instruments du chantage et de ça. Je pense que ça a, à un moment, infusé aussi dans la tête des comploteurs de Saint-Étienne, quoi. Je pense qu'il y a des sources d'inspiration. Je les ai beaucoup suivis, du coup, en 3 ans et demi, hein, ces comploteurs. Et je vois dans leur manière de parler, dans leur manière de raisonner, etc., qu'en fait, ils sont eux-mêmes imprégnés de culture cinématographique, de séries télé aussi. Il y a beaucoup des fois, moi, dans certains enregistrements, je me dis qu'il y a un peu du House of Cards, voilà, et je pense que... Et donc le compromat, pour moi aussi, cette culture du compromat les a aussi imprégnés. Et l'idée aussi d'utiliser ce terme dans notre propre récit de cette affaire, c'est aussi pour mettre sous les yeux du public français le fait que, en fait, c'est pas un usage exotique du pouvoir. En fait, ça se fait aussi en France. Et je pense que c'est très français de considérer que la corruption, c'est propre à la mafia italienne, que tout un tas de dérèglements de la société, les fake news, c'est les États-Unis, que nous on est un peu au-dessus de tout ça, parce qu'on est le pays des Lumières et tout ça, on a un rapport à la politique qui est beaucoup plus sain que dans d'autres pays, voire des contrées lointaines, quoi. Je pense qu'il y a vraiment cet esprit-là, quoi, très français. Et que là, en fait, de dire le compromat est peut-être le plus improbable ou le plus exceptionnel de ces dernières années, en fait, c'est pas les services russes qui l'ont commis en France. C'est à Saint-Étienne. Derrière ça, voilà. Et voilà, moi, il y avait un truc de réancrage aussi, parce que je pense que l'enjeu derrière ça, c'est de se poser des questions, en fait. Et ça, je trouve que c'est un échange que j'ai eu récemment avec Pierre Gauthieri, le directeur de cabinet de Gaël Perdriau, qui au début était, voilà, dans les enregistrements, il se décrit lui-même comme un homme sans foi ni loi, qui a des méthodes de criminel. Il dit à Gilles Artigue, vous n'imaginez pas ses mains, combien de personnes elles ont tué. Enfin voilà, pareil, c'est des citations de parrains dans les mauvaises séries, etc. Mais je pense vraiment qu'il était habité par ça. Et là, dans les échanges que j'ai eus récemment avec lui, parce qu'il a beaucoup évolué à travers cette affaire, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les gens sont pas... Moi, je les assigne pas à ce qu'ils sont à l'instant T, en fait. Quand on traite des affaires sur le temps long, on voit aussi des gens qui évoluent dans leur perception des choses, parfois par opportunisme, mais en fait, ça, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi quelles sont leurs motivations à l'instant T, leurs propos, et comment ils peuvent ensuite discuter de leurs propres agissements. Et Pierre Gauthieri, il disait une chose qui me paraît assez juste, ou intéressante en tout cas. Il disait, en fait, cette affaire, il y a 2 manières de l'observer. Soit on considère que nous 4, parlant de lui et de ses 3 autres anciens camarades, en fait, on peut considérer que nous 4, on est des monstres, des fous. Voilà. Et ça rassure la société de se dire ça. En fait, ces gens-là, ils sont ailleurs. Et donc c'est pour ça que quelque chose d'aussi grave est advenu à Saint-Étienne entre 2015 et 2022. Voilà. On est tombé sur 4 fous. Voilà. Okay. Soit on se dit, en fait, ce sont 4 personnes globalement assez ordinaires, certes avec des parcours de vie, avec des histoires, mais en fait des souffrances, mais en réalité tout le monde en a dans la société, à des degrés divers, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça, mais globalement ça peut traverser chaque individu, et surtout toutes les personnes qui ont leur parcours n'en arrivent pas là. Et donc, mais par contre, ce sont 4 personnes qui ont accédé au pouvoir et qui, en fait, ont été aussi contaminées par une pratique malsaine du pouvoir. Et du coup, moi, j'aime bien tracer un peu ce sillon de réflexion-là, en fait, parce que moi, j'aime pas
voilà, comme je disais, j'aime pas cataloguer les personnes, et puis par ailleurs, ces personnes-là, en fait, elles sont responsables de leurs actes. Elles ont été jugées responsables, et donc moi je préfère le mettre sur le champ de dans le champ de la discussion publique. En fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces personnalités-là, avec évidemment leurs histoires, sans doute des choses aussi, une forme de terrain favorable chez chacun d'entre eux, même s'ils sont très différents les uns des autres. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que, confrontés au pouvoir, ils ont été capables de mettre ça sur pied. Non seulement de le mettre sur pied, mais de l'imaginer avant, et ensuite de le faire. Déjà, une différence de dire, on va faire un truc comme ça, et ensuite de le mettre en œuvre. Et du coup, je trouve que du coup, en utilisant le mot compromat, en fait, voilà, c'est une arme politique, le compromat. En fait, on le met dans le champ de la politique. Voilà. Et après, ça permet de dérouler le reste, et de vraiment, du coup, réfléchir politiquement à ce que ça veut dire. Du fonctionnement des institutions en France, de notre rapport ensuite à la vérité, parce que cette affaire-là, elle interroge aussi ça, du niveau de déni qu'on a pu avoir, alors qu'il y avait des enregistrements, etc. Et ensuite du fait que, le maire, pendant 3 ans et demi, s'est maintenu au pouvoir, alors que les éléments étaient sur la place publique. Oui, il attendait un procès, voilà, ça c'est la justice, c'est le travail de la justice, mais médiatiquement, tout était sur la table. Assez rapidement, fin 2022, on savait globalement dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Malgré ça, malgré les protestations, les articles de presse, toutes les tentatives de l'opposition, il y avait des manifs monstres à Saint-Étienne, à chaque conseil municipal. Gaël Perdriau, il a été lâché de toutes parts. Son parti politique, les Républicains, pourtant, ils le font pas toujours. Là, ils l'ont vraiment exclu, avec des mots très forts en disant que c'était un personnage indigne et tout ça. À Saint-Étienne, tout le monde a demandé son départ, même ça allait des syndicats de la CGT jusqu'au patronat. Il y a des communiqués des organisations patronales pour dire en fait là l'image de la ville est tellement terrible en ce moment, il faut que M. Perdriau parte. Et en fait, malgré toute cette accumulation de mobilisation, en fait, il est resté en poste. Et ça aussi, moi, je trouve que c'est intéressant. Et que dans cette histoire, il y a on doit avoir, à mon avis, autant des questionnements en tant que citoyen sur ce qui s'est passé de 2015 à 2022, qui est exceptionnel. Mais pour moi, ce qui s'est passé de 2022, du 26 août, la révélation de l'affaire, jusqu'au 1er décembre 2025, condamnation de Gaël Perdriau, en fait, pour moi, est tout aussi exceptionnel que le complot en lui-même. Merci. Donc le cœur de l'affaire, c'est évidemment une vidéo intime utilisée pour faire pression sur un élu. Est-ce qu'on peut clairement parler de chantage homophobe, d'un chantage au coming out? Ouais, moi je pense que l'ADN de ce chantage, au cœur de ce chantage, c'est l'homophobie. Et dans plusieurs directions par ailleurs. À la fois, évidemment, sur l'objet du chantage. C'est-à-dire dire à un homme, en fait, on va révéler ton homosexualité, réelle ou supposée par ailleurs. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que y compris au moment du procès de Sarah, il y a eu des questions sur quelle est l'orientation sexuelle de Gilles Artigue. En fait, mais tout ça, ça le regarde par ailleurs. Donc il était obligé, moi j'étais très mal à l'aise, parce que j'avais l'impression que finalement les comploteurs étaient d'une certaine manière parvenus à leur fin en mettant ça dans le débat. Bon, lui il a expliqué qu'il avait une curiosité à ce moment-là, au moment du massage, il est soutenu par sa famille, voilà, terminé. Alors, donc ça, il y a évidemment cette homophobie-là. Mais il y a d'autres sous-jacents homophobes. D'abord, il y a une autre victime dans cette affaire dont on parle pas beaucoup, qui est l'escorte. En fait, l'escorte, c'est un travailleur du sexe qui vend ses prestations. Lui, il a vendu un massage. Il n'a pas vendu un massage, je me fais filmer à mon insu, et ensuite, mon image va servir à un chantage homophobe. Donc ça aussi, c'est homophobe. Et c'est considéré par ailleurs qu'un escorte gay, en fait, c'est un bout de papier, quoi. On peut l'utiliser. Il n'y a pas eu un mot pour lui,
pendant cette histoire. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, ça a été retrouvé par les enquêteurs de la police judiciaire. Il rigolait de l'escorte en 2018, dans des messages avec Samy Kefi-Jérôme, donc l'adjoint à l'éducation. L'escorte, il s'appelle Théo. Il disait comment va Théo en fait, ne considérant jamais qu'il y avait une personne derrière cette escorte. Et que c'est pas parce qu'on est escorte, quoi. En fait, on peut, voilà, on est un bout de chiffon et on peut s'essuyer dessus, quoi. Donc ça aussi, c'est homophobe. Et il y a un autre élément, moi, que je trouve hyper intéressant, c'est que parmi les comploteurs, donc on a un couple gay. Ils étaient en couple à l'époque et ils ont eu une rupture, mais Samy Kefi-Jérôme et Gilles Rossary-Langlais, ils étaient en couple. C'est par ailleurs l'un des premiers couples en politique à avoir fait son coming out dans la Loire. Au moment de la manif pour tous, voilà, ils étaient out. Et ils ont beaucoup subi eux-mêmes l'homophobie. Du monde politique, de la société, ils ont été agressés. Gilles Rossary-Langlais, il a très mal vécu, et c'est bien normal, la manif pour tous. Et il avait une vraie dent contre Gilles Artigue aussi pour ça. Et donc c'est ce qui explique d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, lui, il dit « Mais moi je n'avais aucune gêne à faire ça à Gilles Artigue. » Parce qu'en fait, il était dans des organisations homophobes. L'homophobie en France, bah, ça tue. Et donc moi, en fait, lui faire ça, je n'avais aucune gêne vis-à-vis de ses positions. Et donc finalement, Gilles Rossary-Langlais et Samy Kefi-Jérôme, ils ont en quelque sorte retourné l'homophobie qu'ils avaient eux-mêmes subie. Ouais. Et ils étaient tellement conscients du niveau d'homophobie dans la société qu'ils se sont dit, bah, ça c'est une arme vraiment très puissante, en fait, nucléaire. Parce que par exemple au début, juste pour, on a appris à la faveur du procès que au début, quand ils se disent on va piéger Gilles Artigue, ils sont plutôt au début, on va le piéger par exemple avec du détournement de fonds publics ou un truc un peu classique en politique. Et c'est Gilles Rossary-Langlais qui leur dit mais ça c'est trop faible en fait. Ça on peut s'en sortir. Alors que avec un escorte gay, et donc derrière le sous-jacent, alors avec l'homophobie de la société, on s'en sort pas. Surtout dans le monde politique. Et ça, du coup, c'est pour ça que cette affaire-là, oui, déjà, en elle-même, elle porte évidemment des relents, voire plus que des relents homophobes. Vraiment, c'est l'homophobie la plus crasse, quoi. Je cite quand même une phrase du directeur de cabinet à Gilles Artigue, en présence du maire, je le dis bien, le directeur de cabinet dit à Gilles Artigue en novembre 2017, « S'il faut que j'aille en prison pour que vous passiez pour une vieille pédale sur le retour, je n'aurai aucune difficulté à le faire. » Voilà le type de phrase prononcée par le directeur de cabinet du maire d'une ville importante quand même, 13e ville de France, Saint-Étienne, en présence du maire. Et c'est ok de dire ça. Qui disait la phrase sur les mains. C'est le même qui disait, voilà, mes mains ont tué je sais pas combien de personnes. Non mais il dit ça dans l'enregistrement. Et donc la diffusion de cet enregistrement en septembre 2022 ne suffit pas à ce que tout le monde, perclus de honte, en fait, quitte Saint-Étienne, la vie politique, tout ça, disent bon bah ok, en fait, je me barre. En fait, ce qui serait dans une société intolérante à l'homophobie, la seule des réactions acceptables. Nous, dans cette affaire, c'était intéressant parce que nous, on n'appelle jamais à la démission des élus. On considère que c'est en fait, c'est eux vis-à-vis déjà de leur propre conscience, des équilibres politiques en jeu. C'est très dur de déterminer dans une affaire qu'est-ce qui provoque la démission. Voilà. Et nous, on ne veut pas apparaître comme un acteur ou coupeur de tête. Voilà. On essaie suffisamment de nous caricaturer pour ne pas aller sur ce terrain-là. Donc nous, on n'a jamais dit Gaël Perdriau doit démissionner. Voilà, ça c'est le rôle de l'opposition de dire monsieur. Mais quand même, quand vous avez des enregistrements avec ce type de phrase et que vous avez le maire qui est présent lors du rendez-vous, qui n'a rien dit, qui a maintenu en poste son directeur de cabinet, qui a protégé tout ça, qui a enterré tout ça, qui reste en poste,
où vous vous dites, mais waouh, en fait, dans quel système démocratique on est? Et surtout, dans quelle homophobie intégrée on est. Mais je dis on parce que nous, en fait, il y a eu des manifs à Saint-Étienne, évidemment, mais au-delà de ça, cette affaire-là, même médiatiquement, elle n'a pas suscité de remous plus que ça. En fait, on voit parfois sur parfois des bricoles, des trucs très anecdotiques de la vie politique, les médias en boucle, les chaînes de télévision, et ça. Mais là, il n'y avait pas tous les matins à la mairie de Saint-Étienne 15 caméras pour dire « Mais monsieur Bergerot, mais comment vous pouvez rester là et revenir là, avoir des fonctions publiques de représentation, de dignité, en ayant accepté des choses pareilles ?» Et en fait, c'est pour ça que l'instant là du procès, et peut-être je reviens sur l'actualité de la décision qui a été rendue, qui est extrêmement dure, hein, 5 ans d'emprisonnement avec 4 ans ferme, en fait, c'est revenu rappeler ça. Pour moi, ça a remis quand même au cœur de la discussion la gravité de ce qui s'est passé. Parce que sinon, on est dans une forme de relativisme, oui, mais voilà, non, mais le caractère homophobe, mais on ne peut pas faire plus homophobe que ça, de cette affaire, en fait, il est central, déterminant, et le fait qu'on l'ait pris collectivement, je parle dans la société, globalement à la légère, et en disant ça, je fais attention, parce que je sais qu'il y a des associations LGBT à Saint-Étienne qui n'ont pas du tout pris les choses à la légère, mais je dis vraiment globalement dans la société, je trouve ça assez terrifiant. J'ai une question par rapport à monsieur Rosary Langlais. Vous avez dit qu'il n'a aucune pitié à jeter en pâture Gilles Artigue, parce que lui-même étant homophobe, etc. Mais du coup, il devient lui-même acteur de ce dont il a souffert par le passé. Et du coup, agir soi-même avec beaucoup d'homophobie, ça ne lui a pas du tout posé de problème à aucun moment. Non, Gilles Artigue, il est dans une position très assumée vis-à-vis de ça. En fait, vraiment de boomerang, en fait, dans une logique de boomerang pour Gilles Artigue. En disant, vous avez décidé d'aller sur des positions, ce type, vous assumez vos engagements dans la manif pour tous et de ça. En fait, voilà. Du coup, moi, je vais vous attaquer avec la plus grande force vis-à-vis de ça. Et en fait, l'homophobie en France, ça tue des gens. Voilà, et ça permet que des couples gays comme le nôtre aient été agressés, etc. Donc en fait, lui, il est dans ce schéma-là. Et Gilles Rosary Langlais, il faut quand même bien le dire, c'est quelqu'un qui, depuis 2022, justement, à partir de ce moment de rupture avec le reste de la bande, en fait, assume intégralement. Et ça, je dois bien le dire parce que, je le note parce que moi, les premiers échanges que j'ai avec lui, j'ai dit, mais nous, on va enquêter sur cette affaire. Vous êtes dedans. Nous, on va pas vous épargner. On va pas vous mettre de côté, on va pas dire, il y a un 4e homme mystérieux, voilà. Gilles Artigue ne savait pas, par exemple, que Gilles Rosary Langlais était impliqué était le mécanicien du piège. Donc nous, on a en fait révélé publiquement l'existence de Gilles Rosary Langlais dans le complot. Et donc quand je lui dis, derrière, ça va avoir des conséquences sur votre image, votre réputation. Quand il sort dans la rue à Saint-Étienne, vous vous doutez bien que les gens le regardent différemment qu'avant 2022. Ça va avoir des effets sur votre entourage. Il y a des gens, évidemment, qui ne lui parlent plus. Ça va avoir des effets sur des mesures de rétorsion potentielles des autres acteurs du complot qui ne vont pas être tout à fait d'accord avec le fait que vous vous assumiez. Et ça va avoir des répercussions judiciaires que nous, on ne maîtrise pas. Et évidemment, nous, on a jamais dit il faut qu'il soit épargné judiciairement. Non. Et au moment du procès, il a assumé encore. Et là, il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dans 3 fermes.
Et c'est quelqu'un qui assume. Encore, il est sorti de la salle d'audience, il a dit bah oui, moi je savais que à partir du moment. Donc lui, il est resté sur une position, il n'a pas bougé depuis 2022. Il dit moi je sais pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Par ailleurs, il a fait aussi, on n'en a pas encore parlé, mais aussi pour des raisons financières. Hein. Il a été rémunéré à hauteur de 40 000 € via des subventions publiques qui ont été détournées à son endroit pour mettre en œuvre le piège. Mais voilà, lui, il n'a pas bougé depuis 2022. Et au moment du procès, où d'autres protagonistes, comme le directeur de cabinet qui avait les mots extrêmement virulents dans les enregistrements, en fait, sont totalement revenus sur leur position en disant bah, on regrette, on présente nos excuses, on demande pardon à la famille Artigue, etc. Gilles Rossary-Langlais, lui, il n'a pas bougé de ça. Il a dit moi, je ne vais pas être hypocrite. Je ne vais pas, voilà, considérant que les autres l'étaient et tout. Moi, je pense que non, qu'il y a des variations dans cette histoire. Mais il a dit moi, en fait, si je venais aujourd'hui vous dire je suis absolument désolé pour Gilles Artigue, on ne me croirait pas. Donc moi, je préfère dire que j'ai fait ça pour ces raisons-là et que je suis droit dans mes bottes vis-à-vis de ça. Tous les autres, ils sont excusés. Donc Pierre Gauthieri et Samy Kefi-Jérôme ont présenté leurs excuses à Gilles Artigue. Pierre Gauthieri a obtenu le pardon de la famille Artigue. C'est le seul des... Plutôt fort. Ouais, Pierre Gauthieri, vraiment, il a été très loin dans ses excuses, aussi parce que ouais, cette affaire, je pense c'est quelqu'un qui est tombé en fait avec cette affaire. C'était l'une des personnalités les plus puissantes du département, directeur de cabinet du maire et de la métropole. Métropole, c'est plus de 3800 agents, je crois. C'est quand même, tout, c'est quand même énorme. Et donc, c'était un directeur de cabinet autoritaire qui tenait, voilà, tout ça, et directeur de cabinet d'un élu local qui allait devenir ministre, voilà, donc il était vraiment au sommet de sa puissance. Et il est tombé à un niveau où sa femme est partie, ses enfants ne lui parlent plus, il a été incarcéré à l'été 2023, et donc il a craqué. Et le 18 décembre 2023, il va voir les juges d'instruction, et il dit en fait, là c'est trop. Et moi je veux plus être le fusible du maire. Voilà. Et ça c'est très très rare pour nous dans les affaires à Mediapart, on en parle souvent, parce que un directeur de cabinet qui décroche comme ça, il y en a, justement, la fonction d'un directeur de cabinet, c'est en fait, d'être solidaire et de protéger un bouclier de son élu à vie. Voilà. Dans d'autres affaires, on ne voit jamais le lieutenant du maire ou du ministre ou même d'un ancien président de la République venir dire non mais en fait mes intérêts maintenant sont divergents aux siens et je vais penser à moi. Et Pierre Gauthieri, donc c'est aussi ce qui fait que je pense que quand il a touché le fond, il a regardé les choses un peu différemment quand même. Il a regardé derrière lui, il a regardé ce qu'il avait fait. Il doit renouer avec sa famille aussi, expliquer les choses. Il a quand même menti à ses enfants au début de l'histoire. Il a dit non mais j'ai jamais fait ça et tout. Je pense que c'est quelque chose déjà de mentir publiquement aux administrés, aux autres élus qui travaillent avec vous, etc., à vos collègues. Mais mentir à sa propre famille, faut derrière, faut remonter la pente, quoi. Et donc, oui, au moment du procès, il a été vraiment très loin dans ses excuses, dans ses regrets, etc., ce qui lui a valu donc, le pardon de la famille Artigue. Et le seul donc, qui ne s'est pas excusé, c'est Gaël Perdriau. Parce qu'à partir du moment où son système de défense, c'est de dire tout ça, c'est fait en dehors de moi. Il n'a pas à s'excuser, il n'a rien fait. Voilà. Ça n'a pas marché, il s'est fait condamner quand même. Ah ouais, mais c'était une ligne de défense, moi j'étais très perplexe. Quand il y a des enregistrements, je donne un exemple, Gaël Perdriau, il est poursuivi, donc il a été condamné pour chantage, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Donc parmi les 3 délits, il y a chantage.
on voit ce que c'est un chantage, quoi. Il y a un enregistrement où, d'une réunion où il y a toujours Pierre Gauthier, le directeur de cabinet, Gaël Perdriau, le maire, et Gilles Artigue qui se fait menacer avec la sextape et tout ça. Il y a une phrase de Gaël Perdriau qui dit « Bon écoute Gilles, là en gros tu nous emmerdes. S'il faut, on va diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux. Et une fois que ce sera sur les réseaux, ce ne sera plus un chantage, ce sera une exécution. » Donc ça, ce sont des mots prononcés par le maire de Saint-Étienne. Ce ne sera plus un chantage, ce sera une exécution. Le tribunal, ils savent parler français autant que vous et moi. Et donc ils disent, monsieur Perdriau, vous dites bien, ce ne sera plus un chantage. Vous contestez l'infraction de chantage. Vous dites que vous n'avez jamais exercé un chantage. Et donc là, ça provoque, et donc il a contesté le chantage, en disant lui-même dans ses propres mots, ce ne sera plus un chantage. Donc à un moment, moi, il y a eu des instants au procès, je me suis dit, bon, ok, il y a une stratégie de déni et tout ça, mais ce monsieur quand même, il a 53 ans, il n'a pas 12 ans, il est maire d'une grande ville, il est censé être responsable, il a des avocats, il a 4 avocats, et qui ne sont pas quand même des perdreaux de l'année, c'est des gros cabinets. Il est tellement dans une stratégie, c'est trumpien en fait là. Ouais. Voilà. Ce ne sera plus un chantage. Non, j'ai jamais fait de chantage. Enfin, à un moment. Et donc, je pense qu'il a pris le tribunal de haut, en fait. Et arrivé avec ce système de défense, moi je me suis dit, les magistrats, ils ont répété les choses, ils lui ont quand même laissé une petite porte de sortie de reconnaissance quand même. Mais sauf que Gaël Perdriau, il avait tellement dit partout, vous allez voir au moment du procès, je vais démontrer que tout ça n'existe pas, etc. Il a des supporters qui sont là autour de lui. Alors Gaël et puis surtout, il avait lié son destin judiciaire à sa mairie de Saint-Étienne. Il savait que même s'il reconnaissait 1% de ce qu'il avait fait, c'était fini. Donc, il a été obligé de tout nier, tout contester. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, s'il est condamné, il va se prendre mais vraiment du lourd, parce que quand même, dans les éléments qui permettent de définir le quantum de peine, il y a évidemment l'attitude du prévenu. On essaye de voir si il a pris conscience quand même de la gravité des choses, s'il a évolué, ne serait-ce que pour protéger la société, et se dire, mais est-ce qu'il est capable de le refaire, du coup ? Le risque de réitération, il est quand même pris en compte. Ce qui était le cas, par exemple, d'autres affaires. Marine Le Pen aussi, elle a été condamnée lourdement, puisqu'ils se sont dit, mais en fait, on croit qu'elle n'a pas trop compris, en fait, que c'était pas bien de détourner de l'argent public. Voilà, mais là, c'est pareil, on croit qu'il n'a pas trop compris, en fait, que là, on n'est pas au conseil municipal de Saint-Étienne, en fait. On ne peut pas raconter n'importe quoi comme ça. En fait, il y a un dossier, il y a des documents. Et ça, c'est assez fascinant à voir. Parce que vous vous dites, c'est des responsables publics, là, quand même, il était en passe de devenir ministre, ce monsieur, qui prennent des décisions extrêmement impactantes sur la vie des citoyennes et citoyens. Parfois, qui plaident pour plus de justice, pour des peines plus lourdes, pour que les gens aillent plus rapidement en prison, parce qu'il faut respecter la loi, etc. Vous voyez, ces discours-là, c'est ce camp politique-là, Gaël Perdriau, c'est les Républicains, c'est la France des gens honnêtes, c'est tout ça. Et vous avez quelqu'un qui est mais dans une stratégie, vous dites dans un tribunal, mais oui, donc oui, il a pris 5 ans, donc 4 ans ferme. Plus que les réquisitions de la procureure. La procureure avait demandé 5 ans, non 3 ans. Mais c'était... Pour toute personne ayant suivi ce dossier, c'est pas vision de Mediapart, quoi. Il y a beaucoup de journalistes locaux qui ont suivi ce procès. Et qui avaient pas eu accès, moi j'avais eu pas mal d'accès à l'enquête judiciaire, donc je savais ce qu'il y avait dans le dossier. Mais il y a pas mal de journalistes locaux qui ont découvert les éléments de l'enquête au moment du procès. Ils se sont dit, vu ce qu'il y a dans le dossier,
vu l'éloignement du maire, d'ailleurs qui n'est pas maire, qui est prévenu, parce que lui, il parlait comme un maire, mais en fait c'est un justiciable comme un autre, vu le comportement de ce prévenu-là au regard des éléments du dossier, mais l'issue, elle paraissait... Enfin, c'était un mur, quoi. Il allait, et il a, au moment du procès, déjà il était à 180 sur l'autoroute, il est passé à 200 au moment du procès. Et avec le mur en face qui se rapprochait, je me disais, mais c'est pas possible. Et ça interroge vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre lui, ses avocats, son entourage même? Est-ce que du coup il a menti à sa famille? Est-ce qu'il croyait vraiment pouvoir s'en sortir, même juste sur le chantage? Ce n'est plus un chantage, je n'ai jamais fait de chantage. En fait, ça colle pas. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, ça me... Mais je pense que c'est la culture de l'impunité d'une partie du personnel politique. Trop habitué à... En fait, à façonner la réalité. Ils ont un discours performatif. Parce que j'ai dit, c'est comme ça. Donc au conseil municipal, ça marche. J'ai dit que, j'en sais rien, la ville se porte très bien. Bon, bah, la ville se porte très bien. Parce que je l'ai dit. J'ai dit qu'il n'y avait pas de chantage, donc il n'y a pas de chantage. Bah non, en fait. Désolé, mais là, on n'est pas au conseil municipal, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce rapport-là, en fait, à la réalité, qui s'est pris en pleine figure. L'escorte, il a été convoqué au procès? L'escorte a été convoqué, il aurait pu se constituer partie civile, donc demander des dédommagements pour l'affaire. Et en fait, il n'a pas voulu, parce qu'il a dit, en fait, moi je veux pas tomber là, en fait, moi, je veux pas... Enfin, qu'il se débrouille, quoi. Et, bon, et puis, par ailleurs, il voulait pas, à ce moment-là, apparaître et tout, et puis, il voulait pas être une attraction du procès. Puis, il a dit, mais en fait, voilà, qu'ils répondent de leurs actes. Il est très content des condamnations. Okay. Nice. Voilà. Mais vraiment, il les a laissés dans leur boue. Normal. Donc, vous avez expliqué que dans ce dossier, tout le monde a enregistré tout le monde. Est-ce qu'au fond, ce sont les protagonistes eux-mêmes qui ont produit les preuves qui ont permis de démonter le système Perdriau? La chance de ce dossier, et les raisons pour lesquelles l'affaire a pu sortir, c'est qu'il y a plein d'enregistrements. Sinon, on n'aurait jamais pu révéler les choses. Enfin, on aurait eu du mal. On aurait eu du mal à tenir face aux démentis du maire. Et vraiment... En fait, il ne s'attendait pas à ce qu'on ait autant de choses, je pense. Donc il est parti très loin dans le mensonge. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il a dit ça au début. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Waouh. Donc là, moi j'étais au jour là, je me suis dit, ouf, ça va être compliqué pour lui là. Ici, par là. Donc on lui a dit, première fois, 5 septembre 2022. Second article après les révélations du 26 août. Si, Gaël Périot, c'est exactement de quoi il s'agit. Premier enregistrement. Elle a dit, j'ai entendu parler de la vidéo, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait et j'en ai jamais fait chantage contre Gaël Périot. 12 septembre 2022, boum, nouveaux enregistrements, Gaël Périot qui menace Gilles Artigue en permanence, quoi. Donc on a dû le tracter vers la vérité. On n'a pas totalement réussi, mais au gré des enregistrements. Donc ça, c'est notre chance. Et en fait, il y a eu plein d'enregistrements croisés. Gilles Rossary-Langlais qui a enregistré, mais Gilles Artigue aussi, la victime. Et ça, il ne le savait pas. Et personne ne le savait. Et donc nous, on a récupéré ces enregistrements-là aussi. Et c'est ça qui est bien dans le journalisme, enfin, qui est important. En fait, c'est d'être au milieu, d'avoir plein d'accès partout. Gaël Périot, lui, il est dans une confrontation avec Mediapart, donc il dit c'est des grands méchants de Mediapart, c'est des adversaires politiques. Mais il ne sait pas que, en fait, moi j'ai des sources, mais y compris autour de lui, des gens qui me parlent. Et ça, c'est hyper précieux pour moi, parce que ça me permet d'avoir accès à de l'information de première main. Je sais. Et donc moi, mon travail pendant 3 ans et demi, ça a été... On ne s'est pas contenté des enregistrements du départ, ça a été en permanence essayer d'élargir moi la focale pour avoir le plus d'infos partout. Et ça, c'est... Oui, donc sans les enregistrements, par contre, c'est sûr qu'on aurait eu du mal à enclencher. Et même pour la justice, ça aurait été compliqué. Mais ma question, c'était, est-ce que
Parce qu'au final, ils n'ont pas creusé leur propre tombe, quoi. C'est eux qui ont produit eux-mêmes les documents qui a servi à leur condamnation ensuite. Bah, il y a un truc qui est intéressant avec Gilles Rossary-Langlais, Mhm. c'est que Gilles Rossary-Langlais, lui, se présente comme tel, il dit « moi je suis un barbouzard Mhm. ». Et il dit « moi j'ai fait plein de barbouzages Mhm. ». Et donc j'ai fait Gilles Article, mais j'ai fait d'autres choses. Et je crois que c'est dans une audition de Gaël Perriot, il dit non mais... Ou c'est les avocats de Gaël Perriot qui disent mais c'est un mytho, hein, Gilles Rossary-Langlais, il se fait passer pour... mais qui d'autre il a barbouzé, qu'est-ce qu'il raconte Mhm. Et c'est hyper... Moi ça m'a fait vraiment marrer parce qu'en disant ça, en fait, il s'était pas rendu compte. Mais c'est le maire qui l'a barbouzé. Mhm. Il l'a enregistré. Mhm. Et en fait, à partir du barbouzage de Gilles Artigue, après il a collecté des preuves. Parce qu'il savait trop bien que ce qui se passe dans ces cas-là, dans le monde politique, quand il y a un groupe au cœur d'une affaire et qu'il y en a un qui s'en détache et qui veut balancer les choses, très concrètement, bah on va essayer de le mettre en cause et dire ce mec est un fou, il raconte n'importe quoi. Non, mais vous allez vraiment faire confiance à ce mec-là? Attendez, complètement fantasque. Et en plus, c'est vrai, il faut une forme d'insouciance ou de... Même il faut une personnalité pour y aller, pour se dire en fait je vais dénoncer des trucs, m'auto-accuser et avec le risque d'aller en prison derrière. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Donc oui, il faut des profils particuliers des fois. Et du coup, en fait ça, parfois ça peut aussi servir la défense d'un élu pour dire non mais vous avez vu à quel point il est troublant ce personnage quand même. On va pas lui faire confiance. Donc lui il savait qu'il avait besoin de billes. Donc il a collecté du biscuit. Il avait des enregistrements, il avait quand même des enregistrements d'avril 2022, hyper récents par rapport à l'affaire, dans le bureau du maire, où le maire essaie de lui proposer un job à la mairie, un job semi-fictif, quoi, parce qu'il lui dit qu'il est en difficulté, qu'il en a marre de rester sur la touche. Et ça, en fait, ça il l'avait enregistré. Et ça prouvait que... aussi fantasque que soit-il, ce personnage, en fait, il n'était pas éloigné de Perriot. Il le reçoit directement dans son bureau de maire et il parle de la sextape à ce moment-là. Donc oui, en fait, Rossary-Langlais, il a barbouzé aussi les autres. En novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance sur requête qui interdisait à Mediapart de publier des révélations concernant Gaël Perriot. Comment est-ce que toi, et même Mediapart en général, vous vivez ça en tant que journal d'investigation? En fait, 26 août 2022, première révélation, et donc là, il y a un bras de fer, quoi. Bras de fer auquel on est habitué. En réalité, on sait que ça va partir. Attaque contre Mediapart, quoi. En fait, faut tuer le messager. Ils savent que c'est vrai, donc il ne s'agit pas pour eux de dire c'est vrai, pas vrai, etc. Ils le savent au fond d'eux, donc faut bombarder. Donc ils attaquent comme d'hab Mediapart. Ils vont chercher des dossiers. Ça, c'est Pierre Gauthieri, qui est le directeur de cabinet, qui me l'a raconté après, quoi. Le maire crée un groupe Signal contre-attaque. Ça s'appelait contre-attaque. Avec des messages qui s'effacent et tout. Là, vraiment, là, ils rentrent vraiment en commando. Avec des gens de la mairie, entre eux et tout. Et Pierre Gauthieri m'a raconté après qu'ils avaient cherché des dossiers partout. Des dossiers sur moi, sur Edoui Plenel, sur Mediapart, le moindre truc, pour faire des contre-feux, quoi. Voilà. Bon, ça, on est habitué aussi. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Quand ils ont que ça, c'est que vraiment, ils sont mal barrés, quoi. Et donc, il y a eu tout un tas de réactions. Gaël Perriot a dit d'abord que c'était un complot interne aux Républicains, par exemple. Que c'était d'autres gens des Républicains qui m'avaient instrumentalisé pour le faire tomber à lui. Voilà, en fait, on crée une affaire dans l'affaire. C'est la stratégie. À la fin, plus personne n'y comprend plus rien, mais au moins, on regarde plus le message essentiel, quoi. Voilà. Et parmi toutes les attaques qu'on a subies, il y a effectivement, fin d'année 2022, là, quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, qui est la censure d'un article.
ils ont obtenu pendant 12 jours la censure d'un article. Là, événement inédit dans l'histoire du journal. Donc comment ça s'est déroulé? Là, on est un vendredi après-midi, fin novembre 2022. Je suis dans des rendez-vous et Fabrice Arfi, donc, qui est co-responsable du pôle enquête, il m'envoie un message. Il me dit: Antoine, il faudrait que tu rentres au journal. Là, il y a un huissier qui est passé et il y a une décision trop bizarre. Il y a les avocats qui arrivent. T'es interdit de publier ton prochain article. Et en fait, le lundi suivant, je devais publier de nouvelles révélations basées sur de nouveaux enregistrements concernant Gaël Perdriau dans cette affaire. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais, comme d'habitude, contacté Gaël Perdriau et ses avocats pour dire: voilà mes questions, voilà les informations que j'ai recueillies dans un nouvel enregistrement, quel est votre commentaire, etc. Et Gaël Perdriau et ses avocats, sur la base de mes questions, ils ont saisi le tribunal de Paris. Et ils ont dit: oulala, Mediapart a un nouvel enregistrement. Ils n'en ont pas donné le contenu. Mais ils ont dit: cet enregistrement concerne la vie privée de Gaël Perdriau, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc, il faut absolument prévenir du coup le risque d'atteinte à la vie privée et censurer préalablement l'article, c'est-à-dire empêcher la publication d'un article. Je pensais que c'était pour le secret des affaires. Non, c'était pour une prétendue atteinte à un trouble lié à sa vie privée. Et ils ont utilisé un article du Code du commerce, mais pas du tout vraiment dans nous, ce qui régit notre profession. C'est la loi de 1881 sur la liberté d'expression et d'information. Et nous, il n'y a pas de problème. Si on écrit des choses complètement fausses, c'est ce qui nous empêche de le faire. On peut être attaqué et condamné. Moi, si je raconte n'importe quoi sur quelqu'un, on n'est pas du tout irresponsable. On va devant les tribunaux, on se défend de notre travail, voilà. Et donc on a notre code de la route. Mais là, nous, ce qu'on n'accepte pas, c'est, avant même la publication d'un article, qu'un juge nous dise: non, vous n'avez pas le droit de le publier. Là, c'est une atteinte à la liberté d'information. Que les journalistes répondent de ce qu'ils publient, évidemment, mais qu'à l'avance, un juge dise non, pour nous, ça nous semblait totalement aberrant et gravissime. Parce que un régime démocratique dans lequel des juges viendraient dire à l'avance ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, plutôt inquiétant. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc on reçoit cette ordonnance, c'était sous astreinte de, je crois que c'était 10 000 € par jour, pas le droit de publier l'article. Donc moi, j'avais pas trop non plus, et personne au journal a envie de couler le journal pour cet article, mais par contre, nos avocats ont dit: mais là, il s'est passé un truc de fou, on ne peut pas se laisser faire. Donc il y a eu grosse mobilisation, on a fait savoir qu'on était dans l'impossibilité de publier des informations parce qu'une juge, en l'occurrence saisie par les avocats du maire, nous avait empêché de le faire. Il y a eu grosse mobilisation de toute la profession, les syndicats, Reporters sans frontières, tous les avocats spécialisés en droit de la presse, qui sont des garants de la liberté d'informer. En France, on dit: mais en fait, là, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Donc on a saisi à nouveau le tribunal en référé, procédure d'urgence, en disant: là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a eu une audience 9 jours après, qui a été du coup une audience où il y avait plein de monde, où vraiment il y a eu plein de collectifs de journalistes qui ont aussi ont demandé à leurs avocats d'intervenir. La juge, elle était là, c'était celle qui avait pris l'ordonnance, elle était là: waouh, je crois que j'ai fait un truc un peu grave. Et 12 jours après, elle a rétracté son ordonnance initiale, donc c'est-à-dire elle est revenue sur sa décision initiale en disant en fait qu'elle avait été trompée par le maire et ses avocats, qui lui avaient fait croire que nous on allait faire une dinguerie et que en fait non, on allait simplement informer le public sur des nouvelles informations. Et donc on a eu la possibilité de publier cet article, mais oui, ça a été un épisode assez intense. Et moi vraiment j'ai vécu ces 12 jours-là en me disant en fait quand même, j'en ai conscience dans mon travail au quotidien, mais la liberté d'information et d'informer le public, c'est vraiment quelque chose de fragile, quoi. Waouh! Là, parce qu'une juge a décidé ça à tel instant, je suis dans l'impossibilité de dire que Gaël Perdriau a fait ça. C'est quand même fou quand on y repense. Et donc voilà, donc ça a été un autre épisode de cette saga. Il va y avoir une adaptation en
Ouais, mais je pense qu'on irait voir Enfin, moi, j'écris un scénario de fiction, je raconte ça en fiction, je vais voir un scénariste ou un producteur, il me dit non, mais là tu vas trop loin, là, ton père Drio, là, il est pas crédible. Voilà, je pense que là, mais c'est la force du journalisme, c'est que la réalité dépasse souvent la fiction. Et cette histoire de censure, enfin tentative de censure, ça a joué plus tard pour Gabriel Perdriau dans le procès? Je sais pas. Non, dans le procès, ça n'a pas eu d'incidence Ouais, pour Gaël direct. Perdriau. Par contre, il y a eu un effet Streisand, en fait. Vraiment, de vouloir censurer cette information-là. En fait, du coup, tout le monde en a parlé. Voilà. Et d'ailleurs, il a été ensuite, il y avait un conseil municipal à Saint-Étienne et il y a un opposant qui lui a dit avant, vous étiez un maître chanteur, maintenant, vous êtes devenu un maître censeur. Et en fait, ça lui a donné aussi une image de quelqu'un qui est prêt à tout pour attaquer la presse. Avec, encore une fois, dans sa trajectoire politique à lui, c'était un libéral parmi la droite, voilà, parmi les LR. Il montrait justement qu'il était beaucoup plus libéral sur les questions de société, beaucoup plus cool avec les médias, etc. En fait, là ça a complètement détérioré son image de ce point de vue-là. Après vos premières révélations, tout s'enchaîne. Perquisition, mise en examen, démission et enfin condamnation. Est-ce que vous aviez conscience en publiant que ça allait redessiner durablement la vie politique à Saint-Étienne, voire au-delà? Non, on n'anticipe jamais les conséquences des informations qu'on publie. Des fois, on se dit, là, ça va être un déclencheur incroyable de plein de choses, et en fait, ça fait plouf. Et parfois, après, quand ça fait plouf, ça fait jamais plouf définitivement. Il y a toujours un moment où ça rejaillit. En fait, l'information, on la jette dans le débat public. Ouais. Et après, c'est les composantes de la société qui s'en emparent ou pas. Et des fois, il y a aussi des choses qui sont irrationnelles, en fait. Tel jour, il y a très peu d'actualité. Donc, cette information-là, elle prend beaucoup plus d'importance. Alors que si vous publiez un gros scoop, je sais pas, en avril 2022, le jour du déclenchement, début 2022, au jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, là, votre information, elle passe inaperçue. Donc nous, on n'est pas du tout maître des conséquences, quoi. Et du coup, moi, c'est pour ça que je garde une forme de prudence, réserve à chaque fois en me disant, bon, moi, je fais mon travail jusqu'au moment de la publication. Après, tout ce qui se passe après, ça ne m'appartient plus. Je vais continuer à suivre. Il va y avoir des rebondissements, peut-être, sans doute. Mais je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Évidemment, quand on va publier le 26 août 2022, quand on appuie sur le bouton publier, on sait que ça va avoir de l'impact. Mais lequel ? Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas que la justice va s'en saisir si rapidement, qu'ils vont travailler si rapidement, que 3 ans et demi plus tard, ça peut aboutir à un procès, qu'il va y avoir des condamnations, tout ça. Moi, j'en sais rien. Que le directeur de cabinet va au début jouer son rôle de bouclier et de fusible et en fait va complètement revenir en arrière après et passer aux aveux et dire que c'est le maire qui a décidé tout. En fait, tout ça, on ne le maîtrise pas du tout. Ouais. Et donc, et je pense que c'est important par ailleurs de se laisser surprendre. En fait, pour moi, l'ennemi du journalisme, c'est les certitudes ou l'inertie. C'est de se dire, ah mais ça, c'est comme ça. Vous voyez, les éditorialistes qui vous racontent la vie et la vie future, à l'avance, ils se plantent tout le temps. Trump va jamais être réélu. Voilà, en fait, ils annoncent des trucs qui se produisent jamais. Parce qu'en fait, notre métier, c'est justement de se laisser capter par l'imprévu. Toutes les grandes actualités, elles sont parfois impossibles à anticiper. Et donc là, ce qui allait se passer en septembre 2022 et pendant les 3 années et demie suivantes, moi, j'étais dans l'incapacité de le dire. Et puis même moi, pendant 3 ans et demi, je ne travaille évidemment pas que sur ça. Donc il y a des moments de relâche. Il y a des moments où les gens se sont essoufflés. Des moments où Gilles Rossary-Langlais, Pierre Gauthieri, Samy Kefi-Jérôme, Gaël Perdriau, ils ont douté. Voilà. Et ça, moi, je l'ai découvert aussi parce que même si Gaël Perdriau, il ne me parle pas, il ne me répond plus, en fait,
des membres de son entourage ont été placés sous écoute pendant l'enquête judiciaire. Et moi, quand j'ai récupéré les procès-verbaux, que j'ai pu les consulter, des écoutes de Gaël Perriot, en fait, on voit qu'il n'est pas du tout aussi serein que ce qu'il dit publiquement. Et qu'en fait, il y a des gens aussi dans son entourage qui disent « Mais t'as vraiment fait ça ?» Et que lui dit « Non, non, mais voilà, il a un moment, une conversation, il dit... quelqu'un lui dit « Mais il faut que tu dises la vérité. » Il dit « Ouais, mais en fait, j'ai une difficulté, c'est que j'ai l'impression d'avancer sur un champ de mine. Dès que je mets un pied, il y a une nouvelle bombe de Mediapart qui explose, des enregistrements partout, tout le monde s'est enregistré, donc je peux plus bouger. » Et donc voilà, ça explique aussi des réactions. Et donc, moi, je suis spectateur de tout ça, et l'idée, c'est toujours pour ça qu'il faut tout le temps se réactualiser. Voilà. Jamais rester statique et suivre pas à pas comment ça évolue, parce que moi, là, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Gaël Perriot, il a été condamné en première instance, il fait appel. Il a été démis de ses fonctions à la mairie. Bon, voilà. Qu'est-ce qui va se passer à la mairie de Saint-Étienne ? Dans son entourage actuel, est-ce qu'ils vont rester autour de lui ? Comment va se passer le procès en appel ? Comment vont réagir les uns et les autres à la détention ? Qu'est-ce qui va se passer au moment des municipales à Saint-Étienne ? Est-ce que cette affaire-là, elle va continuer à exister ou pas ? Est-ce que est-ce que ça va inciter, par exemple, j'en sais rien, d'autres personnes qui ont participé à ce genre de barbousage ou de compromat, s'il y en a, à me contacter ou pas ? Enfin, en fait, tout ça, c'est complètement imprévu. C'est la dernière question. Ouais. Qu'est-ce que cette affaire dit des pouvoirs publics ? Là, c'est à l'échelle très locale, c'est une mairie, mais peut-être que ça dit quelque chose aussi de manière plus large à l'échelle nationale ? Ouais. Moi, sur les leçons de l'affaire, il y a quand même ce que certains responsables publics sont prêts à faire pour accéder au pouvoir ou le conserver. Et du coup, la toxicité vraiment du pouvoir, quoi, quand on ne la mesure pas. En fait, je ne dis pas que toutes les personnes de pouvoir sont gagnées par ou contaminées par ça, mais par contre, je pense que les personnes qui accèdent rapidement au pouvoir et qui n'ont pas conscience de la toxicité ou du potentiel toxique du pouvoir, en fait, du coup, sont parfois prêts à basculer dans des schémas où quand on regarde à froid, on se dit « Waouh, là, ils ont été loin ». Donc pour moi, ça, c'est vraiment une leçon universelle de cette histoire, parce que ils ont fait ça pour tenir le premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne. Saint-Étienne, on l'a dit, c'est une grande collectivité, faut pas, voilà. Puis c'est une ville emblématique française et tout, mais on n'est pas non plus dans une bataille pour la présidence de la République. On n'est pas à ce niveau de responsabilité-là, etc. Et donc se dire que ça puisse produire à ce niveau-là, pour des enjeux qui nous paraissent quand même... Enfin, les moyens utilisés par rapport aux enjeux, on se dit qu'on est parfois un peu décalé, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une grande leçon, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais c'est 4 hommes de pouvoir. Et ce côté-là aussi, moi, c'était très frappant au moment du procès. C'était une présidente, une femme, et une procureure adjointe, une femme. Et ce sont 4 hommes qui se sont, en fait, pris aussi ce mur-là. En fait, vous avez été au sommet de votre pouvoir, de votre capacité à conditionner le réel comme vous le vouliez, à le définir, et tout ça. Mais en fait, là, maintenant, vous rentrez dans un autre schéma. En fait, maintenant, c'est nous qui posons des questions. C'est nous qui mettons les faits sur la table et tout ça. Et c'est pas anecdotique pour moi que ce soit 4 hommes qui... Voilà, le rapport des hommes au pouvoir. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et l'autre leçon, c'est face au pouvoir, il faut des contre-pouvoirs. Et il y a aussi, dans les deux manières de voir cette histoire, il y a l'impunité, voilà, le sentiment d'impunité, ce que ça peut vous amener à faire. Et il y a la force des contre-pouvoirs, la presse,
C'est-à-dire que cette affaire-là, sans la presse, elle ne sort jamais. Gilles Artigue, il ne peut pas porter plainte. Il est piégé, il ne peut pas porter plainte. C'est le complot parfait. Donc sans la presse, ce truc-là ne sort jamais. Et puis il y a ensuite tous les gens qui se sont appropriés cette histoire-là. La justice, voilà, avec son mode de fonctionnement, ses règles, sa fonction sociale dans la société, voilà. Condamner, réparer. Donc la justice a travaillé. Et puis il y a tout ce qui s'est passé à Saint-Étienne, qui est pour moi hyper intéressant et par certains aspects réjouissant. C'est que, franchement, en 3 ans et demi, vous avez la possibilité pas mal de fois de vous résigner. Et dire, oh, en fait, mais c'est pas possible. Et il y a eu une appropriation politique de cette histoire. Il n'y a jamais eu autant de monde devant les conseils municipaux à Saint-Étienne. La place de l'Hôtel de Ville, elle est assez grande, c'est un gros bâtiment. La place de l'Hôtel de Ville, c'était bondé, quoi. En fait, il y a eu une réaction de dire, mais ce qui se passe dans cette mairie, en fait, ça nous appartient. Non seulement ça nous regarde, mais ça nous appartient. C'est à nous. Cette information-là, elle est à nous. Quand on a diffusé les enregistrements, ils avaient mis devant l'Hôtel de Ville, pendant le conseil municipal, ils ont mis des enceintes pour diffuser les enregistrements. Et c'était vraiment, pour moi, c'était cette idée-là. C'est plein de citoyennes et citoyens qui se sont dit, mais en fait, cette information-là, ce que vous avez dit dans ces bureaux, ça nous appartient à nous. Parce que vous l'avez dit avec le mandat qu'on vous a confié. Voilà. Même si des gens avaient voté pour eux, d'autres gens non. Mais en fait, la démocratie, c'est ça. C'est que la seule raison pour laquelle vous êtes là, c'est que vous avez notre assentiment du peuple. Et donc, ce que vous avez fait, en prononçant ces mots, en fait, c'est une salissure pour tout le monde. C'est pas que pour vous. C'est un peu ce que tu avais dit à Gilles Artigue au début, pour le convaincre que c'était pas que dans la sphère privée. C'est ça. En fait, c'est pas des combines entre 4 personnes, cette histoire. Ou entre 5 personnes ou 15 personnes. En fait, c'est l'usage d'un bien commun. Voilà. Quand on exerce des responsabilités publiques, on devrait considérer, en fait, la charge qu'on exerce, elle nous dépasse en tant que personne. Et donc, quand on prononce ces termes-là, en tant que maire de Saint-Étienne ou directeur de cabinet dans le bureau du maire, en fait, et pour moi, ce symbole-là, il était très fort, quoi. Et c'était pas formulé comme tel, mais ça voulait dire ça, ce message-là. En fait, ces enregistrements-là, ce que vous avez dit, ces propos-là, ils nous regardent à nous. Et ils sont à nous, en fait, et du coup, c'est à nous de vous demander des comptes. Et moi, c'est ce côté... on me demande souvent, par exemple, si dans mes enquêtes, je suis pas blasé à force, quoi, de raconter rapporter des mauvaises nouvelles et tout. Mais en fait, moi, vu que je regarde toujours le pendant de ces affaires-là, c'est-à-dire les sources qui nous donnent accès aux informations, les gens hyper courageux qui prennent des risques, même à Saint-Étienne, il y en a plein, ils ont pris des risques de fou pour m'informer. Mais pas pour que j'ai des infos moi, pour que je les donne au public, aux gens, pour que je dise aux gens, voilà ce qui se passe. Donc moi, je sers juste un peu de passerelle, évidemment, je vérifie un peu les choses avant, mais voilà, je suis juste un média. Voilà. Et donc j'ai cette fonction-là, mais ces gens-là, ils prennent des risques de ouf, et je me dis, en fait, ça c'est une vision, pour moi, très optimiste et positive de la société, de voir ça, de voir la mobilisation aussi. Les gens... ils auraient pu se résigner, se dire mais en fait voilà, c'est comme ça, et puis le maire il reste en poste, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire, hein, nous, on va pas déconnecter son ordi et lui dire tu pars maintenant, voilà. Donc ils ont été patients, ils ont attendu, confiance en la justice, bam, on se rend compte que la justice, quand elle est rendue rapidement dans des délais qui concordent en fait avec l'affaire, elle reçoit l'assentiment des gens. Vous avez entendu une personne critiquer la décision Perdéo depuis lundi ? Personne. C'est curieux. On nous fait des pataquès pas possibles au moment de Sarkozy sur l'exécution provisoire, mais il a fait appel, il va aller en détention, et là Perdéo, il est démis de ses fonctions. Il va aller en détention, il va être incarcéré. Il a fait appel, de la même manière que Sarkozy. Et là, il n'y a personne sur la place publique pour aller le défendre et dire non, mais il est présumé innocent. Il est tout autant présumé innocent que Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. Mais parce que la justice, elle est rendue en temps et en heure rapidement, boum, alors qu'il est en responsabilité,
là ça prend tout son sens. Et moi j'étais devant la mairie lundi, ils ont organisé un pot de départ géant, donc une fête pour le départ du maire, c'est-à-dire si la décision était attendue, en fait les gens ils avaient confiance en la justice. Ils ont dit voilà. En fait, plein de fois on doute, on se dit mais est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a toujours cette idée-là, les politiques s'en sortent tout le temps, les hommes, encore une fois, de pouvoir, en fait, ils n'ont jamais de compte à rendre et tout. Mais là, ça y est. En tout cas, en première instance, la justice, elle est passée. Et donc, moi, je regarde, voilà, cette dimension-là, en fait. Et qui est, oui, il y a des pouvoirs, oui, il y a du pouvoir qui corrompt, oui, il y a des personnalités qui abusent du pouvoir, mais là, dans cette affaire-là, en fait, à un moment, il y a un mur. Voilà. Principe de réalité et des contre-pouvoirs diverses, avec évidemment des gens qui ont des fonctions diverses dans la société. La fonction d'un journaliste, c'est différent que la fonction d'un magistrat ou d'un policier, qui est différent du rôle d'un opposant. Voilà, tout ça cohabite. C'est comme ça que fonctionne la société et qu'elle est régulée en réalité. Et donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci à vous.